Bonjour à toutes et tous, je suis Aurélie Rabier, je suis responsable du pôle essais cliniques au sein de FCRIN Coordination. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui et je tiens vraiment à vous remercier pour votre présence. Donc ce webinaire en fait s'inscrit dans le cadre des rendez-vous FCRIN, qui est une série de webinaires autour de sujets d'actualité en recherche clinique. Donc pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas FCRIN, FCRIN c'est une infrastructure nationale qui est dédiée à la promotion de la recherche clinique d'excellence en France. Le thème qui nous rassemble aujourd'hui, c'est l'implication de patients dans la conception des essais cliniques. C'est un thème qui est à la fois essentiel et très opérationnel, qui reflète un enjeu de taille, de mieux intégrer l'expérience des patients pour améliorer la pertinence, la faisabilité et l'impact des projets de recherche. Avant de commencer, quelques consignes pratiques. Sachez que ce webinaire est enregistré et sera proposé en replay via un lien privé sur le compte YouTube de FCRIN. Donc vous recevrez le lien une fois qu'il sera disponible. Ce webinaire durera environ 1 heure et vous serez en capacité de poser vos questions tout au long des présentations via l'onglet dédié. Et puis, on prendra le temps d'y répondre ensemble à la fin du webinaire. Vous recevrez également une courte enquête de satisfaction. N'hésitez pas à y participer parce que vos retours sont très précieux. Ils nous aident à affiner les formats et les contenus qu'on va vous proposer par la suite. Voilà, je termine avec un mot rapide sur le programme. On ouvrira avec le témoignage croisé de Sophie Liot, qui est chef de projet au sein du réseau NSPARC, labellisé FCRIN, et de Patricia François, patiente partenaire recherche, qui nous parleront du projet NSPARC Master Trial. Nous poursuivrons avec une intervention du professeur Alexandre Belot, ancien coordonnateur du réseau CRI Mediate, également labellisé FCRIN, et responsable du groupe de travail dédié à l'implication des patients. Il partagera avec nous un retour d'expérience concret sur l'intégration des patients dans la conception des essais cliniques. Et enfin, nous aurons Irène Picot-Philippe, présidente de l'Association française des polyarthritiques et rhumatismes inflammatoires chroniques, qui présentera l'étude Promesse menée au sein du réseau CRI Mediate. C'est un bel exemple de collaboration structurée entre les chercheurs et les associations de patients. Un programme riche, des retours d'expérience précieux. Merci encore à tous pour votre participation. Merci aux intervenants et je vous souhaite un excellent webinaire. Première intervention donc, on laisse la parole à Sophie Liot et Patricia François. Bonjour à tous et à tous, je suis Sophie Liot, donc chef de projet du projet NSPARC Master Trial. Je voudrais remercier la coordination FCRIN de nous avoir invité, Patricia et moi, à présenter l'implication des patients partenaires en recherche dans ce projet. Slide suivante. Je ne vais pas passer longtemps à vous décrire ce projet, ce n'est pas l'objet de ce webinaire, mais je voulais juste rappeler quelques éléments de contexte. Donc, le projet NSPARC Master Trial, c'est un projet d'essai plateforme dans la maladie de Parkinson, un essai clinique de type phase 2 avec donc plusieurs bras qui vise à évaluer les propriétés neuroprotectrices de plusieurs molécules dans les premiers stades de la maladie de Parkinson. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose d'adaptatif chez des patients qui sont en début de maladie. Slide suivante. On en est toujours à la phase préparatoire du projet, mais dès le début en fait, de cette préparation, il y a eu la mise en place d'un groupe de travail implication des patients. Donc, on a souhaité vraiment inclure des patients qui vivent avec cette maladie dans la conception du projet et puis on souhaite continuer à les impliquer dans toute la vie du projet. Donc, dès le début, il y a eu ce groupe de travail. Et puis, donc là, actuellement, ils participent à tous les working groups sur tous les sujets. Et puis, par la suite, ils nous aideront également à aider, par exemple, au recrutement, à la mise en œuvre, et puis à la fin, à la diffusion, à la communication des résultats, etc. Slide suivante. Donc, nos patients partenaires recherche, on en a 9, 6 femmes, 3 hommes, qu'on a essayé de recruter de manière assez large sur le territoire, même s'il y en a quand même plusieurs en Île-de-France. Ils ont été sélectionnés par France Parkinson sur la base d'une fiche de poste un petit peu. Certains ont été proposés par des neurologues parce qu'ils étaient connus de ces neurologues-là, et tous ont eu un entretien de recrutement au début. Ils ont été formés et sont suivis par France Parkinson, notamment par des réunions mensuelles ou des réunions préparatoires en amont des réunions de working group. Et puis, on essaye de faire en sorte d'être sûr que tout soit bien compris et qu'ils puissent intervenir au mieux dans les réunions. Slide suivante. Donc, je laisse la parole à Patricia, qui est une de nos patientes partenaires recherche.
Bonjour à tous. Donc, effectivement, je me suis lancée dans ce partenariat. Je vais me présenter rapidement. Je vais parler de l'organisation de ce partenariat patient-professionnel en santé dans Master Trial. Cette année, j'ai fait un DU justement de partenariat patient professionnel en santé qui a été l'occasion d'écrire un mémoire sur ce sujet. Je vais parler aussi du retour de mon expérience professionnelle, personnelle, pardon, et des prochaines étapes qui vont échelonner ce partenariat et ce projet. Slide suivante. Donc, mon diagnostic est assez ancien, mais ça me permet d'avoir pas mal de recul sur la maladie. Je suis animatrice de Café Jeune, ce qui me permet de porter la voix des patients. J'ai été participante sujet à un essai clinique il y a quelques années. J'ai fait un peu de bio, je suis curieuse, je suis intéressée par la recherche, les innovations, et donc on a commencé ce projet Master Trial de NSPark en janvier 2025, et donc le DU dont j'ai parlé. Slide suivante. Donc, dans Master Trial, on a eu une journée d'accueil où tous les participants impliqués étaient réunis. C'était une journée vraiment très importante qui a permis de lancer le projet, de se rencontrer professionnels de santé d'un côté ou professionnels en santé pour être exact et patients partenaires parce qu'on se connaissait pas, parce que beaucoup de personnes sont impliquées dans ce projet, mais n'ont pas forcément de rapport quotidien avec les patients. Donc, c'était intéressant. C'est pour ça que je dis professionnel en santé. Et donc, notre participation aux différents groupes de travail se fait en fonction de notre disponibilité, nos compétences, nos appétences. Et les réunions durent au maximum 1 heure et demie, ce qui n'est pas trop long. Et forcément, au début de chaque réunion, un tour de table est organisé pour présenter le point de vue spécifique ou l'apport de chacun. Et enfin, une autre chose très importante, c'est le rôle des intermédiaires ou des facilitateurs pour maintenir ce pont ouvert entre les deux mondes, comme c'est une première dans cette maladie. Donc, pour notre accompagnement, la formation au long cours des patients partenaires, l'organisation des réunions, c'est quelque chose de tout bête, mais il faut penser à nous inviter et à maintenir cet engagement bénévole tout au long du projet. Slide suivante. Donc, à l'occasion du mémoire, j'ai fait une enquête auprès des patients partenaires sur leurs attentes et ce qui est ressorti, c'est vraiment de prendre en compte les besoins des patients, de faire changer les représentations, que le protocole soit conçu par les malades, pour les malades, et s'assurer que les participants à l'étude soient bien informés des résultats. J'ai réalisé un autre questionnaire, slide suivante, à l'attention des personnels de santé et en santé, par exemple des statisticiens, les personnes de l'AGEPS et d'autres structures qui accompagnent tout le projet. Sur la représentation qu'ils avaient avant, est-ce que ça allait être
Est-ce qu'ils le prenaient comme une obligation, un challenge, une opportunité? La richesse ressort de manière majoritairement, mais effectivement, on peut le considérer aussi comme une contrainte supplémentaire parce que ça change la physionomie des réunions, les discussions, les questions ne sont pas les mêmes. Et donc, dans les craintes initiales, le partenariat pouvait apparaître comme difficilement articulable avec la rigueur, avec le temps qui allait être compté. Slide suivante. À l'issue de la journée d'accueil, c'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure sur l'importance de cette journée. Les patients partenaires se sont vraiment sentis accueillis et vraiment, ils ont senti un effort réel pour être intégrés par la prise en compte de leurs remarques, par les échanges, par l'effort de pédagogie des professionnels de santé pour rendre leur discours abordable. Et de l'autre côté, les professionnels ont senti une ambiance conviviale et constructive, réellement une volonté d'avancer ensemble pour faire avancer le projet de manière très constructive. Et comme c'est un engagement qui est assez long, ce qui ressort chez les patients partenaires comme motivation, c'est leur pouvoir d'agir et la prise en considération de leurs remarques. Pas juste une consultation, mais vraiment une prise en considération. Slide suivante. Donc, à titre personnel, j'ai participé à diverses discussions dans le groupe protocole, dans le groupe infrastructure notamment, sur la validation des tests qui vont être proposés pendant le suivi, la fréquence du suivi, les placebos, le traitement des données. Toutes ces choses, là, j'y ai participé personnellement. Slide suivant. Et donc, dans les prochaines étapes qui vont être intéressantes pour nous et intéressantes pour les professionnels, c'est la brochure d'information, le recrutement et la rétention des patients participants, le consentement éclairé, de faire en sorte qu'il soit réellement accessible et compréhensible par les personnes et pas une information où on signe sans réellement comprendre. La diffusion des résultats, le financement, c'est pas trop mon domaine, mais c'est vraiment donner ou redonner de la confiance aux participants dans la recherche. C'est ces principales étapes qui nous intéressent. Slide suivante. Donc, mon mémoire a été aussi l'occasion d'utiliser une étude qui a été faite par d'autres, de synthétiser tout ça et de repérer les freins au partenariat patient-professionnel de santé dans la recherche en particulier, donc l'utilisation du jargon. J'ai mis une attention particulière aussi sur l'usage de l'anglais, qui peut être un frein à la participation de patients partenaires. Donc, le temps, les déséquilibres de puissance, même si chez nous, tout est fait pour que justement les patients partenaires osent poser les questions, osent intervenir, osent donner leur avis. Donc, recruter, impliquer des patients,
parce que les patients ont un rôle qui est double. Ils doivent être à la fois subjectifs, parce qu'ils se servent de leur histoire, et objectifs pour savoir ce qui peut être appliqué aux personnes qui répondent aux critères d'inclusion. On a aussi nos problèmes de santé, donc le temps, l'effort, les sujets. Et j'ai relevé aussi un dernier point qui peut être les conflits entre PPR, ce qu'on n'a pas, mais qui pourrait être un frein. Slide suivante. Ce qui nous intéresse plus, c'est les leviers. C'est qu'est-ce qui va faciliter ce partenariat. Donc, la flexibilité sur l'engagement. Nous, on participe en fonction de nos appétences, en fonction de notre disponibilité, mais on s'arrange pour être toujours à 2 présents au moins. La formation nécessaire, la montée en compétences des patients partenaires. La rémunération, j'en parlerai pas puisqu'on a fait le choix d'être bénévole. Et puis, pour recruter les patients partenaires, effectivement, le choix a été fait de passer par France Parkinson pour s'assurer de cette capacité à être à la fois subjectif et objectif, à être capable de porter la voix des patients. Donc, et bien sûr, un glossaire qui nous sert et qu'on enrichit au fur et à mesure pour aider à la participation et à la compréhension des patients partenaires. Slide suivante. Peut-être que Sophie, tu veux reprendre aussi la parole? Oui, donc en conclusion, je dirais que les patients partenaires recherche ont vraiment un impact majeur dans la préparation de ce projet. Vraiment, ils portent la voix des personnes malades, Patricia en a très bien parlé. Ils nous permettent de considérer ce qui est acceptable, accessible et significatif, et donc ce qui va vraiment, ce qu'elle disait, la conception du protocole par les malades pour les malades. Et ils sortent un petit peu nos chercheurs de leur zone de confort, ce qui parfois leur permet de réfléchir un petit peu différemment. Et donc ils ont eu des avis assez décisifs sur des points fondamentaux du protocole, comme la durée de suivi, le contenu et la fréquence des visites, le type de placebo et cetera. Donc ils sont vraiment impliqués dans toutes les réflexions et dans toutes les étapes du développement du projet. C'est une expérience qui est positive des 2 côtés et bien sûr c'est vraiment, c'est la première fois qu'on fait ça dans le réseau NSPark. Donc on apprend en marchant en fait et donc on est dans une démarche d'amélioration continue. Voilà, moi j'essaye d'avoir des retours des patients partenaires pour être sûre que la façon dont on fonctionne est la meilleure et puis s'il y a besoin d'améliorer, on change certaines choses, voilà, on s'adapte. Voilà, je vous remercie. On vous remercie et puis On vous on passe la remercie. parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, on a déjà des questions, mais bon, ce qu'on a dit, on fera tout à la fin. Donc, on va lancer l'enregistrement de l'intervention du professeur Belot, du coup, qui sera là, hein, je vous rappelle, à la fin pour les questions. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau webinaire organisé par Immediate afin de vous parler de l'implication des patients dans notre réseau de recherche CRI Immediate. C'est un réseau destiné à favoriser la recherche dans le champ des maladies inflammatoires. Moi, je suis Alexandre Belot, je suis rhumatopédiatre à l'hôpital Femmes-Mères-Enfants et j'ai eu la chance de co-animer ce réseau CRI Immediate pendant 10 ans, 2014-2024, ainsi que la filière de santé maladies rares FEDESER, qui s'occupe des maladies auto-immunes, auto-inflammatoires rares. Alors, ces 2 réseaux qu'on peut mettre en parallèle, eh bien, ils ont été finalement créés un peu par le hasard, en même temps, en 2014. Le premier, ça répondait à un appel à projet d'organisation de réseaux thématiques FCRIN. Et le réseau CRI Immediate s'est constitué pour développer la recherche destinée aux maladies inflammatoires et auto-immunes,
avec une ambition avouée de placer le patient au centre des démarches scientifiques. De l'autre côté, une filière de santé F2R qui en 2014 bien, succédait à l'organisation déjà des centres de référence pour faciliter le lien entre centres de compétences, centres de référence et destiné à s'occuper des maladies auto-immunes, auto-inflammatoires rares avec les patients bien sûr partenaires et constituant la colonne vertébrale de cette filière de santé maladies rares. Alors, quelle a été l'évolution au cours du temps? Donc, en 2014, les deux réseaux Immediate et F2R étaient labellisés. Et on peut dire que ça a mis un petit peu de temps, mais c'est vraiment en 2021 que Immediate constituait un groupe de travail avec les associations de patients fréquentes et non fréquentes. Au départ, 7 associations partenaires. Et je dirais que la filière de son côté avait aussi son groupe de commission patients qui était constitué. Et en 2023, eh bien, chemin faisant, on arrive à 12 associations partenaires pour qu'en 2025, on décide de fusionner les efforts de la filière F2R avec celle de Immediate pour regrouper 15 associations patients. Et en quoi consistent finalement ces activités? Il y a 3 réunions par an qui sont réalisées pour garantir une forme de fluidité, se donner des objectifs et des projets en commun pilotés et décidés par les associations de patients eux-mêmes et la filière avec la personne de Virginie Lucas et puis Immediate avec la personne de Marie-Laure Speck ont permis de vraiment construire et structurer les activités de recherche des patients au sein de notre réseau. On a 3 piliers dans notre groupe de travail qui se déclinent pour d'abord essayer de comprendre quels sont les éléments précieux, importants que l'on a à couvrir. Et donc, ce sont les besoins spécifiques des patients en recherche. Qu'est-ce qu'on a besoin de compléter? Ensuite, eh bien, on va répondre à ce besoin en formant les associations de patients. On leur permet de comprendre les enjeux de la recherche et je dirais que ça peut aller jusqu'à participer à des ateliers qu'on a conduits à l'INSERM à Marseille pour se familiariser avec des tubes à essai, avec l'expérimentation, pour dire que ça va même au-delà de la compréhension des seuls essais cliniques. Et on implique bien sûr les patients à toutes les étapes des projets de recherche. Et ça, c'est un point majeur qui semble sans doute un peu logique, mais les premiers concernés peuvent vraiment modifier clairement le cours de la recherche et la manière de présenter ou penser un essai clinique. Alors, un des éléments de formation importants qu'on a mis en place, c'est les webinaires patients avec un dialogue direct avec les experts. Ce sont des formats assez interactifs de sessions où les patients, souvent en fin de journée, eh bien, sont conviés. Et je dirais qu'ils viennent nombreux. Si les sujets qui ont en général été déterminés par eux-mêmes eh bien, les intéressent, on a entre 80 et 400 participants. Donc c'est pas mal, c'est même souvent plus important que nos propres webinaires qu'on organise pour les docteurs avec des éléments de vulgarisation de la science, des présentations des dernières données, et on rend ces éléments accessibles puisque le format reste en ligne et est visionné plusieurs centaines, voire milliers de fois. Donc on sait que ce sont des supports qui sont très précieux et très demandés. Un point majeur, on est quand même à l'ère des fake news. Donc pour lutter contre les fake news, il faut que toute la société, les patients sans doute en premier, puissent se saisir de ce que sont les résultats scientifiques. Qu'est-ce que c'est qu'une hypothèse? Qu'est-ce que c'est que la validation expérimentale pour pouvoir comprendre ce qui se dit et être critique par rapport à tous les messages qui circulent, notamment sur les réseaux sociaux, un petit peu sans filtre. Donc l'ambition, c'est de vulgariser les résultats des études cliniques. Alors on s'est tous un peu cassé le nez, pour être honnête, parce qu'on a essayé de revenir de nos congrès en essayant d'expliquer avec des termes plus simples quel était le résultat de telle ou telle recherche qu'on avait écoutée, dont on avait vu les résultats en congrès. Je dois dire que ce n'est pas un exercice simple. Et donc les patients ont été très honnêtes et nous ont dit là, en fait, on ne comprend rien à ce que vous nous racontez, ce n'est pas vraiment clair. Est-ce que vous pouvez simplifier? Est-ce que vous pouvez réexpliquer? Est-ce que vous pouvez nous démontrer que ce traitement-là fonctionne bien en effet? Donc,
on a, fort de ces points particuliers, on s'est amélioré, j'espère, en communiquant les résultats et en prenant la leçon finalement, parce que l'AFM Téléthon a des personnes expertes pour accompagner l'information médicale, et on a ainsi formé 12 médecins et personnels de recherche afin qu'ils nous servent de personnalité pour la diffusion des informations et la vulgarisation. On constitue aussi des podcasts sur Ma santé, mes questions, et un expert de notre réseau répond aux interrogations des patients, toujours dans l'idée de lutter contre la désinformation médicale. Alors l'engagement des patients, de quelle manière on le voit? Eh bien, il existe un annuaire des membres. On a créé un répertoire avec l'ensemble des membres qui sont intéressés par la recherche clinique. Ça nous permet d'avoir un vivier pour lequel on peut alimenter les réflexions, les nouveautés. Et je vous invite les uns les autres, si vous êtes intéressés, à vous rapprocher de Immediate et de la filière pour qu'on puisse vous ajouter. On a aussi des crash tests. Alors le terme est un peu exprès provocateur, mais crash test, c'est lorsqu'on a un appel à projet pour lequel les docteurs, on souhaite répondre pour essayer par exemple de monter un essai clinique. Eh bien, on s'est rendu compte que c'était utile d'avoir l'analyse de nos pairs avant de déposer le dossier, si bien que les collègues du réseau Immediate, on a un conseil scientifique qui donne son avis, donne des recommandations. Mais au sein de ce conseil scientifique, on a intégré des patients. Et nos patients, eh bien, sont là avec leurs commentaires, leurs idées. Et c'est très fréquent, finalement, qu'ils modifient le protocole tel qu'on l'avait imaginé, parce que tel critère de jugement paraît inadapté, parce que le nombre d'échantillons prévus est bien trop important, ou les fréquences venues vont faire qu'on va avoir un frein à l'inclusion. Donc tous ces éléments-là, on les prend en compte et ça a clairement modifié, je crois, le succès aux appels à projets, donc grâce à l'intervention des patients. Ce qu'on se dit, c'est qu'il faut co-construire les projets. C'est bien la philosophie, je crois, des essais cliniques désormais, d'impliquer le patient au plus tôt possible en ayant avec les associations une discussion continue pour montrer le projet de la meilleure manière que ce soit. Par exemple, un essai clinique promesse sur les états de pré-polyarthrite rhumatoïde qui a beaucoup bénéficié de l'expertise des patients pour être défini, modifié, changé et finalement financé. Donc c'est une success story grâce aux patients. Un autre élément important, c'est partager l'expérience des patients partenaires. Donc on l'a fait déjà à différents niveaux, la journée annuelle du réseau, où on a eu des représentations de nos associations qui démontraient ou présentaient leur intervention et sensibilisaient la communauté scientifique à l'enjeu de participer aux essais cliniques, et ceci à des congrès nationaux et internationaux. On a aussi une vidéo de témoignage que vous pourrez visionner, qui vous sera transmise, je pense, à l'issue de ce webinaire, pour voir l'implication des patients dans le projet que j'évoquais à l'instant, Promesse, qui a permis vraiment de changer le profil de l'étude et finalement de trouver un financement. Donc voilà pour ma partie, en un peu plus de 9 minutes, ce que je voulais partager avec vous. Et je vais laisser désormais la parole à mes collègues qui vont poursuivre avec 2 autres présentations pour témoigner de l'importance des réseaux, des patients dans la recherche. Donc maintenant, Irène Picot-Philippe, qui est présidente de l'AFPRIC et qui a justement collaboré sur l'essai Promesse avec CRI Immediate. Bonjour à toutes et tous, je suis donc Irène Picot-Philippe, je suis présidente de l'AFPRIC, l'Association française des polyarthritiques et des rhumatismes inflammatoires chroniques. Je suis moi-même patiente partenaire dans différents domaines, dans l'éducation thérapeutique du patient, la formation initiale et continue des professionnels de santé, et puis dans le domaine de la recherche, ce domaine ne m'étant pas totalement inconnu, puisque si vous pouvez juste revenir en arrière, pardon. Puisque voilà, j'ai 56 ans et quand je suis tombée malade, j'avais 36 ans d'un rhumatisme psoriasique sévère. Je dirigeais à l'époque un laboratoire d'analyse médicale puisque je suis pharmacien biologiste et j'avais fait de la recherche précédemment au cours de mon DEA et de l'année recherche de mon internat.
Voilà, donc je vais voilà, revenir sur l'implication des patients dans la recherche. Et voilà, depuis le début de ce webinaire, nous parlons pardon, des partenaires, des patients partenaires en recherche. En fait, ces patients partenaires, dans le domaine de la recherche, ils s'intègrent totalement dans l'évolution du partenariat patient en général, dans le domaine de la santé et des soins, et qui a été décrit par l'Université de Montréal. Évolution qui s'est faite d'abord, suite à une relation patient-soignant qui était vraiment paternaliste, puis qui a évolué vers une approche centrée patient. Et là, on assiste à une évolution vraiment spectaculaire vers un véritable partenariat patient dans lequel les professionnels sont experts de la maladie, donc pour les chercheurs sont experts de la recherche sur la maladie, et dans la même équipe finalement, il y aura les patients qui sont experts de la vie avec la maladie et de ce qu'ils en auront appris. Diapo suivante. Toujours l'Université de Montréal, dans le même article d'ailleurs que le schéma précédent, précise en fait les modalités d'intervention des patients en général et dans le domaine de la recherche en particulier. Et cet engagement, il va de l'information reçue, information sur la recherche. C'est ce que nous faisons au sein de nos associations. Par exemple, pas plus tard que ce matin, j'ai interviewé le professeur Claire Dayen, qui est porteuse du projet Promesse dont je vais parler, sur cette étude Promesse et justement sur la manière dont nous sommes, nous patients, investis dedans pour pouvoir en réaliser un article qui sera publié dans notre prochaine revue Polyarthrite Info. C'est la manière que l'on a de sensibiliser les malades et les lecteurs de notre revue à la recherche, mais aussi de les acculturer au vocabulaire, etc., et de les faire évoluer dans leur niveau de littératie. Ensuite, c'est grâce, toujours diapo précédente, pardon, c'est grâce à cette évolution que les patients pourront être consultés sur des thématiques de recherche, pourront collaborer en s'impliquant dans la recherche et ensuite intervenir dans un véritable partenariat. Diapo suivante. Voilà, donc le professeur Bello vient de vous expliquer un petit peu la manière dont les associations se sont impliquées. Donc, effectivement, pour ma part, en 2022, je suis intervenue dans la journée recherche de la filière FAI2R concernant l'implication des patients dans le montage des projets. Et cette même année, la première réunion du groupe de travail Exprosome Promesse Clinova a eu lieu et a été fondatrice de l'implication des patients dans le projet Promesse. Qui est dans lequel nous sommes toujours impliqués. Et quand le professeur Bello parlait des crash tests, par exemple, moi je suis intervenue dans les projets RIC, dont le projet Promesse. Et pour revenir au crash test, je me souviens par exemple d'une étude qui était présentée dans laquelle les patients devaient ingérer une quantité industrielle de gélules pour pouvoir de gélules anti-vomitives en plus. Et ça m'avait, je m'étais dit, les chercheurs n'imaginent pas que ce soit aussi compliqué d'avaler toutes ces gélules et finalement ça risque de nuire à la faisabilité. Et ce qui fait que le crash test avait eu cet effet de faire évoluer l'étude. C'était un exemple que je tenais à vous citer. Diapo suivante.
Voilà, donc pour venir au projet Promesse, donc c'est une étude qui est portée par le CRI Immediate et c'est une étude multi-bras, multi-étapes qui a pour but ultime la prévention de la polyarthrite rhumatoïde grâce à une cohorte qui inclut différentes populations à risque de polyarthrite rhumatoïde, à risque défini du fait de leur terrain génétique, de leur terrain immunologique, à savoir la présence des auto-anticorps ACPA et de douleurs articulaires. Diapo suivante. Alors, cette étude, elle a ceci de vraiment caractéristique, elle procède à une évaluation holistique des sujets à risque de polyarthrite rhumatoïde, en déterminant les événements immunobiologiques et environnementaux qui seraient responsables du passage du stade pré-polyarthrite à un stade de polyarthrite rhumatoïde authentique, en identifiant les sujets qui développeront une polyarthrite rhumatoïde et plus à terme de nouvelles cibles thérapeutiques afin d'élaborer des stratégies de prévention de la polyarthrite. Elle se base sur des sous-groupes qui vont travailler sur l'exposition interne, à savoir l'exposition interne, ça va être ce qui va être lié et modifiable, l'alimentation, l'activité physique, par exemple. Ça va être l'exposition externe, l'exposition interne aussi avec le microbiote, exposition externe avec l'exposition à la pollution atmosphérique, au bruit, voilà, etc., au travail, et puis des sous-groupes qui travaillent sur la vie sociale, des sous-groupes biobanking et clinicome, avec sur un travail sur les aspects psychologiques, thérapeutiques et la mesure du flux salivaire, par exemple. Diapo suivante. Donc, c'est une cohorte nationale qui se décline sur 10 centres, dont le centre de Montpellier, qui est chapeauté par le professeur Dayen, donc qui est porteuse de ce projet. Une cohorte nationale qui va intégrer 100 sujets à haut risque de polyarthrite rhumatoïde, dit pré-PR, 25 sujets témoins négatifs et 25 témoins positifs, donc de patients atteints de polyarthrite rhumatoïde. Diapo suivante. Donc là, pardon, non, excusez-moi. Cette étude part du postulat que dans les 2 ans, 40% des pré-PR, des personnes pré-PR risquent de passer au stade de polyarthrite rhumatoïde. Elle va donc, cette étude, procéder à un phénotypage complet des patients avec une approche biomédicale, une approche clinique et en imagerie, une approche sur l'exposome interne, donc multi-omique, à savoir génomique, épigénomique, transcriptomique, protéomique et métabolomique, et puis une évaluation par des questionnaires, donc pour l'exposome externe général, donc pollution, etc., dont je vous ai parlé, et puis spécifique avec l'alimentation, l'activité physique, l'exposition au tabac, par exemple. Et tout ceci va se faire au cours de soins courants dans le cadre d'une hospitalisation de jour. Diapo suivante. Donc la journée est chargée pour les patients, ça dure toute la journée et afin qu'ils adhèrent en fait à ce projet et que sa faisabilité et son acceptabilité soient optimales. Nous, les représentants des patients, nous avons réfléchi avec les chercheurs sur l'organisation de la journée, comment faire que les nombreux autoquestionnaires et leur longueur soient acceptables, soit de même que les prélèvements biologiques et les examens d'imagerie.
On a réfléchi sur l'ordre, on a réfléchi aussi, on a fait des propositions sur la présentation de la journée et de manière à ce qu'elle soit standardisée dans les 10 centres. Il y a un discours d'accueil sur lequel les associations, les représentants de patients, nous avons travaillé ensemble. Une vidéo aussi pour laquelle on a posé les questions. Et ensuite, la journée est rythmée par des vidéos qui expliquent en particulier la teneur des questions. Et là, ce sont les questions. Nous nous sommes mis à la place des participants à l'étude, des questions qui risquaient de se poser. Et les experts ont répondu à ces questions dans des vidéos dans lesquelles on a participé au niveau du script. Et quand les vidéos ont été présentées, eh bien, nous sommes encore revenus dessus par rapport au vocabulaire qui était utilisé par les experts, en leur demandant de vulgariser encore et même sur les aspects de présentation, de manière à rendre les vidéos les plus agréables à regarder possible. Diapo suivante. Alors finalement, la question c'est comment se donner toutes les chances pour que l'étude soit à la fois réalisable et réalisée. Donc là, je viens de vous parler des vidéos. Ensuite, finalement, on a réfléchi aussi sur la manière de contrepartie pour les participants à l'étude et repartent avec des conseils de prévention qui leur seront délivrés et sur lesquels on a travaillé ensemble. Et puis, on a travaillé aussi sur l'acceptabilité de certains prélèvements. Je pense en particulier à l'expectoration, donc qui permet de faire des recherches sur le contenu en fait des crachats. L'expectoration provoquée nécessite voilà, c'est quelque chose qui est assez lourd et nous sommes interrogés sur l'acceptabilité de cette expectoration provoquée et finalement l'équipe a accepté qu'elle soit facultative, donc que ce soit une expectoration spontanée, soit que après présentation des modalités d'expectoration provoquée, le participant accepte cette modalité. Nous sommes aussi questionnés sur l'impact psychologique de certaines questions relatives par exemple au trauma d'enfance, puisque cette approche holistique va s'appuyer aussi sur le rôle du stress dans le passage du stade de pré-PR au stade polyarthrite rhumatoïde. Et les auto-questionnaires font référence au trauma d'enfance et on s'est questionné sur l'impact que pourrait avoir l'auto-questionnaire psychologie sur la personne qui va le remplir. Et suite à ce questionnement, cet auto-questionnaire se fera toujours avec en présence d'un psychologue. Nous avons ensuite testé les auto-questionnaires pour voir leur faisabilité, le temps que durerait le remplissage de ces auto-questionnaires et la manière dont voilà, ils pourraient s'intégrer dans le reste de la journée et sur l'alternance des séquences de manière à réduire la fatigue et à favoriser la concentration maximale des participants à l'étude. Diapo suivante. Donc, quelle est la plus-value vendredi dernier, c'est tout récent, a eu lieu le kick-off meeting. Patricia parlait tout à l'heure du rôle de l'anglais. C'est vrai qu'il faut s'habituer à ces termes et parfois leur demander leur traduction. Donc, en fait, c'est la réunion de lancement, tout simplement, de l'étude promesse. Et tous les acteurs étaient présents, soit sur place à Montpellier, soit en visio. Donc, pour ma part, c'était en visio. Et c'est très intéressant de
participé à cette première grande réunion qui a duré toute la journée. Et qu'est-ce que j'en ai retenu quant à la plus-value de la participation des représentations de patients? C'est que finalement, depuis 2022, la première réunion et jusqu'à aujourd'hui, eh bien, j'ai observé pour ma part une acculturation à tout le vocabulaire, à toutes les techniques, etc., dont j'ai pu prendre connaissance, et je suis montée en compétence, et je pense que mes interventions ne peuvent devenir que de plus en plus pertinentes. Et ceci s'accompagne d'une évolution vers un véritable partenariat en recherche qui fait qu'on ose interpeller et être force de proposition. Ensuite, il y a le sentiment d'appartenance à une communauté à la fois de chercheurs, mais aussi de patients, dont les patients qui vont rentrer en tant que participants à l'étude Promesse. Et cette appartenance à une communauté, elle va être importante parce que lors de cette réunion, les premiers patients qui ont intégré l'étude ont apprécié la proposition de créer une communauté de participants. Et pour ma part, je me réjouis de contribuer à l'animation de cette communauté et à participer au kick-off meeting de 2026 de cette communauté de patients. Et enfin, il y a une forme de reconnaissance, de fierté de participer à un projet de recherche ambitieux qui peut permettre de l'engagement de nouveaux patients partenaires en recherche, et surtout qui encourage à la poursuite de cet engagement. Diapo suivante. Voilà, et à suivre, eh bien, très prochainement, le travail sur la page de présentation du projet destiné aux participants et à la vidéo dont le professeur Bello vous a parlé tout à l'heure. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Alors, on a fini les présentations. Merci beaucoup pour ces exemples différents. Donc, je vais vous lire les questions qu'on a dans le chat. Donc, ça, c'était plutôt pour Patricia, mais bon, ça, voilà, vous pouvez aussi répondre. Quand vous dites former, qu'est-ce que ça veut dire? Quel type de formation et quelle durée? Alors, on a déjà une certaine acculturation via les sessions Parlons Recherche organisées par France Parkinson. D'autre part, alors, tout n'a pas été mis en place parce que on a été sélectionné au mois de décembre et on a commencé au mois de janvier, donc ça a été assez rapide. Mais on a des formations, on a des réunions tous les mois entre patients partenaires où on reprend la réunion précédente, où avec Marie Fusati, qui est la directrice scientifique de France Parkinson, qui est une ancienne chercheuse. Donc on reprend toutes les choses qui n'ont pas été claires, et si on connaît le sujet de la prochaine réunion, on a des explications où elle nous envoie des PowerPoint avec des questions. On a aussi un glossaire qui reprend en partie les abréviations ou pas utilisées pour nous permettre de participer de manière plus active, et voilà. Pour compléter juste un petit peu. Pardon, je voulais répondre en tant que patiente aussi. Pardon. Je voulais juste compléter sur la partie master trial. Initialement, on imaginait, France Parkinson imaginait des webinaires, des vidéos de formation à donner aux patients en amont. On n'a pas eu le temps de le faire parce que les choses se sont un peu accélérées. C'est toujours un peu dans les pipelines. On y pense, on y réfléchit.
Et puis, on avait prévu aussi à la première réunion, c'était un gros workshop dont parlait Patricia tout à l'heure, on avait prévu 1 heure en début de journée pour que le professeur Corvol, qui est le coordonnateur du projet, présente le projet aux patients et pour que ce soit un peu moins abrupt au début. Voilà. Alors pour ma part, bon, je faisais état de ma formation initiale, mais qui est lointaine, hein, donc je me positionne vraiment en tant que patiente malgré tout, et j'ai bénéficié de la formation de tous chercheurs dont le professeur Bello parlait tout à l'heure, parce que j'ai eu la chance d'habiter Marseille pendant de longues années, et en particulier au début de ma maladie. Et à Marseille, donc il y a Tous Chercheurs, qui est une association qui vulgarise la recherche à destination des patients. Et ce qui fait que j'ai beaucoup bénéficié de cette formation à la recherche. D'autre part, la formation patient partenaire de la Société française de rhumatologie, à laquelle voilà, je m'étais jointe 1 ou 2 fois. Et puis finalement, c'est grâce à la FPRIC aussi que j'ai l'occasion de rencontrer des chercheurs, de les interroger sur leurs projets. Et c'est finalement, je pense que c'est dans le cadre associatif que je me forme le plus à la recherche. Et ce que j'entretiens voilà avec ma curiosité. Mais c'est vrai que la formation résulte aussi du fait qu'on ose poser des questions, et que les chercheurs y répondent très volontiers. Et puis là, par rapport aux participants à l'étude, ça sera voilà, grâce à ces vidéos qu'ils seront formés. Si je peux Merci. également si Oui. je peux également compléter, Lucie, donc je suis la chef de projet du réseau CRI Immediate. On a mis en place également au niveau du réseau ce qu'on appelle les capsules du réseau. En fait, ce sont des petites vidéos qui expliquent un petit peu nos maladies. Donc ça, en général, les patients partenaires sont bien au fait de ces questions-là. Mais on a aussi des vidéos sur les thérapeutiques qui sont souvent employées dans nos maladies. Donc on a toutes ces petites vidéos qui sont accessibles à la fois pour les paramédicaux, pour les personnels de recherche, mais également pour les patients. Et tout ça est en libre accès au niveau de notre site internet. Merci. Pour rebondir sur ce que dit Marie-Laure, oui, il y a ces petites vidéos qui sont extrêmement bien faites, et avec d'autres associations de patients. D'ailleurs, la porte est grande ouverte. Je fais partie d'un groupe patient dans la recherche, dans le cadre de l'AFCRO. Et donc, c'est un groupe de travail qui rassemble les patients et tous les membres, en fait, toutes les disciplines qui interviennent dans la recherche clinique. Voilà, donc on travaille tous ensemble, et on a besoin aussi d'avoir encore d'autres représentants de patients et d'associations. Et on a fait un travail, donc j'y pensais par rapport aux vidéos que vous pouvez retrouver sur l'AFCRO, un travail de vulgarisation sur toutes les étapes de la recherche clinique, tous les acteurs, etc., avec des petites capsules vidéo. Donc moi, j'ai participé à certains modules de cet outil de formation, mais j'ai bénéficié aussi de la formation des autres modules. Merci pour toutes ces réponses. Alors, question suivante, je pense que c'est pour Sophie. Le comité PPR et son rôle seront-ils mentionnés dans le master protocole? Alors, c'est une question à laquelle on n'a pas encore répondu. Je pense que oui, honnêtement, parce que c'est important pour le projet. Donc, je pense que oui, pour l'instant, on n'a pas encore identifié où exactement. Mais oui, on est en cours de rédaction et ça va faire partie des prochaines étapes. Oui. En tous les cas, Sophie, essaye de faire attention à
dans ces comptes rendus de réunion à mettre de manière plus précise l'apport qu'ont eu les patients partenaires dans la discussion de ce thème-là pour que ça ressorte. Très bien. Ensuite, en tant que patient partenaire, êtes-vous rémunéré? Si oui, par qui? Alors, dans mon cadre, là, là, c'est vraiment dans un cadre purement associatif. Donc, dans ce cadre-là, je suis totalement bénévole pour ma part. Nous aussi, Pardon. Non, je vous en prie. Allez-y. Je prends la parole après. Nous aussi, le choix a été fait en amont de ne pas rémunérer les patients partenaires pour différentes raisons. Mais par contre, on est dédommagé de notre déplacement. Donc, il y a eu une réunion l'an dernier où on a été, où nos déplacements ont été pris en charge et ce sera la même chose cette année. Enfin, pour 2026, début 2026. Si je veux rebondir sur cela, je ne sais pas si vous m'entendez bien et je vous prie de m'excuser, j'étais en évaluation HCERES qui a été retardée. Donc je sors du four là, je viens d'être évalué pour mon équipe de recherche. Mais si vous m'entendez, je pense que le sujet de la rémunération, en tout cas du temps patient, qu'il soit pour l'éducation thérapeutique, qu'il soit pour la recherche, c'est une vraie question parce qu'elle... Je viens de revenir, je ne sais pas, j'espère que vous m'avez encore. Et oui. Vous m'entendez? Oui, oui, ça avait coupé, mais là c'est bon. Bon, j'espère que ça va tenir. Donc, c'est une vraie question pour laquelle nous, on a aussi posé des questions à la DGOS. Donc, on a plusieurs niveaux peut-être parce que certains... Alors, bien sûr, il faut être défrayé de l'ensemble des frais qu'on pourrait avoir éventuellement. Il y a des manières indirectes d'avoir une compensation qui est le fait qu'on vous associe à des formations particulières où on vous donne accès à des choses qui peuvent être considérées comme des avantages en nature. C'est un complément de formation ou telle venue à tel séminaire ou congrès qui vous intéresse, mais on n'a pas, en vrai, on n'a pas de manière de correctement rémunérer le patient recherche ou le patient partenaire. Donc, c'est un sujet pour les hôpitaux. Certains, moi je travaille aux Hospices civils de Lyon, ont dans leur programme stratégique intégré un vrai statut pour le patient partenaire qui pourrait être financé avec un bureau, avec voilà, une vraie... Mais donc, pour nous, en tout cas, à Lyon, de ce que je vois, c'est qu'encore du projet, on n'a pas de choses concrètes et je serais intéressé s'il y a des retours différents de personnes qui ont pu avoir une vraie reconnaissance financière de leur participation. Souvent, malgré tout, c'est du bénévolat et de la compensation, comme ce qui vient d'être mentionné par mes collègues. Merci. Ensuite, cette question, c'est Irène, dans votre présentation, quand vous sélectionnez des patients, est-ce qu'ils sont forcément en lien avec les pathologies des essais cliniques? Vous parlez de promesses, c'est ça? Oui. Alors oui, dans promesse, ça Marie-Laure pourra confirmer. Donc les patients, soit ils ont donc il y a 25 patients qui sont des témoins positifs qui sont diagnostiqués de polyarthrite rhumatoïde. Et il y a donc 25 patients qui sont des témoins sains et donc 100 patients qui ont des marqueurs en fait de pré-polyarthrite, donc soit la présence de douleurs qui sont évocatrices, d'anticorps ACPA qui sont les anticorps spécifiques de la polyarthrite rhumatoïde, soit des marqueurs génétiques issus, par exemple, après études familiales, je suppose, de la caractéristique de la polyarthrite rhumatoïde. C'est bien ça, hein, Marie-Laure? Oui, tout à fait. Je suis pas sûre que la question de Dr Sordet soit dans ce soit ça sa question. Je me demande si elle ne nous pose pas plutôt la question de savoir comment on choisit les patients partenaires Oui, je pense que c'est ça. Et donc, pour lui répondre, nous, au niveau du réseau CRIMIDIATE, on a beaucoup de pathologies différentes. On travaille avec beaucoup d'associations de patients.
Donc, on essaye au maximum de choisir des patients qui sont atteints de la pathologie ou, enfin voilà, qui sont dans une association qui s'occupe de la pathologie. Voilà, après, je pense que vous répondrez en tant que patiente experte, mais je pense que vous êtes experte de votre maladie ou d'une maladie très proche, en fait. Oui, et c'est vrai qu'on le voit par exemple très bien dans les crash tests où vous nous répartissez, vous répartissez les patients en fonction des sujets de manière à ce que nous soyons concernés par l'étude qui va être vue en crash test, par exemple. Mais il faut reconnaître que vous avez gentiment aussi accepté de reporter certaines situations où c'est des maladies très rares pour lesquelles il n'y a pas d'association de patients et on n'a pas de gens qui sont experts, recherche dédiés. Et malgré tout, pour les crash tests, je vous remercie Irène et puis les autres membres qui participent à notre quorum recherche de Immediate parce que vous nous aidez à donner votre avis malgré tout et à vous projeter dans une maladie qui n'est pas la vôtre, mais dont vous allez comprendre un peu les tenants aboutissants parce qu'on reste dans une famille de maladies inflammatoires, mais qui peuvent être ultra rares et pour lesquelles c'est très dur de trouver un patient expert qui pourra accompagner le projet et le projet recherche. Mais c'est un effort, c'est une petite gymnastique que vous arrivez à faire. Donc bravo. Oui, on s'appuie sur la transversalité de ces pathologies. En fait, il y a plein de choses communes malgré tout. Et puis, ça, c'est justement pour beaucoup de patients partenaires en recherche, on est aussi patient partenaire en éducation thérapeutique. Et on apprend dans ce domaine tout ce qui peut être commun entre différents patients atteints de maladies chroniques en général. Et encore plus quand ce sont des maladies proches, dont des maladies auto-immunes et inflammatoires. Merci. Alors, on a un commentaire qui nous dit que le travail de vulgarisation effectivement est important pour la rédaction du résumé et des conclusions finales pour le grand public, qui sont des éléments demandés par le CETIS. Et la question, est-il prévu que ces éléments soient relus ou revus par des comités ou des communautés de patients? Ce serait peut-être l'idéal. Je sais que on s'est mis. Alors, on est encore en phase d'apprentissage, pour être tout à fait honnête. Ce qu'on sait, c'est que si nous, on revient d'un congrès et qu'on veut vous le vulgariser, ça ne marche pas. C'était pas terrible. Et nos premiers résumés, on nous a dit, franchement, vous pourriez faire mieux parce que là, c'est pas assez bien expliqué. Donc, on se rend compte que notre jargon, on n'arrive pas à le porter quand on pense à ça, c'est un super truc vachement intéressant. On n'arrive pas à le faire passer correctement. Donc, on essaie de s'améliorer. Et donc, avec le partenariat avec l'AFM, où ils ont des personnalités qui sont vraiment formées au journalisme, à la vulgarisation médicale, on a entraîné comme ça un pool d'une douzaine de personnes pour essayer d'améliorer le niveau de message. Je dois dire qu'on a même aussi essayé l'IA je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure dans l'enregistrement, mais on a essayé aussi de voir si les résumés, en demandant si c'était à qui c'était destiné, ils font mieux que le médecin. L'IA fait mieux que le médecin, mais ce n'est pas encore idéal. Donc, ensuite, c'est toujours time consuming. Donc, pour les patients, est-ce que ça vaut la peine de faire ce comité de relecture et puis d'améliorer comme ça les résumés? Parce que des congrès, il y en a pas mal. Je pense que ça risque d'embouteiller la disponibilité des patients. Et mon premier sentiment, ce serait d'essayer de nous débrouiller pour qu'on arrive à passer le message clairement, parce qu'on s'entraîne à le faire correctement, comme le font les journalistes. Les journalistes, c'est leur job, les journalistes spécialisés. Et puis, que si vraiment on est en difficulté, peut-être avoir recours au collectif de patients, mais je pense que ça demandera pas mal d'investissement pour les patients et ça fait encore un travail en plus. Donc, je serais plutôt favorable de vous garder pour nous tester et nous dire si ça marche ou pas, mais peut-être pas de constituer ces comités de patients pour la vulgarisation des congrès médicaux auxquels nous, on participe, ce qui est différent de congrès où les patients participent. Pour le Master Trial de NSPARC, c'est prévu, c'est-à-dire qu'on va avoir plusieurs résultats, en fait, vu que c'est un essai plateforme avec plusieurs traitements, on va avoir plusieurs résultats, des bras qui peuvent s'arrêter pour futilité ou pour efficacité. Donc, dans les différents cas, on va devoir faire des communications et ils seront revus par les patients parce que c'est extrêmement important. C'est un point qui revient assez régulièrement dans les discussions, le fait de bien communiquer les résultats aux patients, que tous les patients qui ont participé ont reçu l'information aussi de ce qui s'est passé dans leurs bras et plus généralement la communication au grand public. Donc ça, c'est des choses qui vont être faites normalement dans le Master Trial.
Et pour la FPRIC, eh bien, on fait ça pour en particulier le numéro recherche de notre revue Polyarthrite Info qui est adossé à notre cotisation annuelle. Donc, moi, je participe annuellement au congrès de la Société française de rhumatologie et ça me permet quand même de voir les sujets qui sont vraiment importants, quoi, qu'on retrouve un peu partout. Je suis aussi les retours de l'ACR, donc la Société savante américaine, et de l'EULAR, la Société savante européenne, et et en faisant les croisements entre ce que voilà ce que produisent ces sociétés savantes sur des plateformes généralistes, je fais des synthèses que je mets dans des brèves dans notre revue, et puis sinon on fait des interviews d'experts, et ce qui nous permet de vulgariser, parce que en interviewant, en direct, quand on comprend pas, on le dit, et ça permet à l'expert d'expliciter autrement ce qu'il a voulu dire. Et après, c'est nous qui rédigeons et on soumet notre version vulgarisée à l'expert qu'on a interviewé, de manière à ce que ça soit voilà, que ça soit juste. Et autre chose, il y a aussi les salons de la polyarthrite et les rhumatismes inflammatoires chroniques, dans lesquels on fait venir des experts chaque année, et sur un mode de présentation où on leur demande, on leur impose de vulgariser le plus possible, et où la modération, d'ailleurs, à laquelle on participe aussi dans le cadre du CRI Immediate, dont la modération permet aussi de faire de la reformulation de manière à ce que les choses soient les plus compréhensibles possibles pour le grand public. Voilà comment on procède. Merci à tous. Alors, on n'a plus de questions dans le chat et on arrive au terme du webinaire. Donc, je voulais vraiment remercier tous les participants et tous les intervenants pour vos présentations. Un replay va être disponible en accès privé là, sur le YouTube FCRIN. Et puis, vous avez les contacts à l'écran si vous souhaitez poser d'autres questions. N'hésitez pas. On a mis une enquête de satisfaction dans le chat. Si vous voulez bien répondre, ça nous aide pour nos futurs webinaires, puisque, comme je vous ai dit, il y en aura d'autres en 2026 sur d'autres thématiques. Voilà. Lucie, si je peux juste préciser une petite chose. Je suis contact pour NSPARC Master Trial qui implique des patients. Je ne suis pas la chef de projet du réseau. Juste préciser ça pour que je ne reçoive pas des choses vraiment spécifiques, enfin non spécifiques au Master Trial. Ok, très bien. On corrigera sur la diapo. Ça marche. Merci à FCRIN pour cette invitation à parler de l'implication des patients dans le réseau CRI Immediate. Merci beaucoup pour votre confiance. Oui, merci pour l'invitation. Merci. On a tout à construire. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Bonne journée.